Voilà, donc ceux qui sont un peu en retard nous rejoindront en cours de route. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui va être animé par Jean-Bernard Falco, président de la TOP, et qui va porter sur les thématiques trésorerie, financement et aide en période de crise. Quelles sont les solutions concrètes pour les entreprises du tourisme? Nous avons la chance d'avoir avec nous Maya Attig, qui est la directrice générale de la Fédération bancaire française et qui nous apportera son éclairage sur un certain nombre de points. Très rapidement, puisqu'on va utiliser l'outil de sondage de Zoom. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas utilisé, donc je vais vous proposer un premier sondage de test pour que vous ayez l'occasion de voir comment ça fonctionne. Je vais le lancer et comme ça, vous aurez l'occasion de tester. Voilà, sur ce premier sondage de test, je vous laisse choisir une réponse et ensuite on pourra voir les résultats. Je vous ai laissé une vingtaine de secondes pour répondre. Voici les résultats. Donc, on a quand même une majorité absolue pour Stendhal et nos amis de Jeanne Masse et du RC Toulon n'ont pas eu les mêmes résultats. Donc voilà, l'avantage, c'est que maintenant, vous verrez comment fonctionnent les différents systèmes de sondage pour le webinaire. Il n'y a pas de système de prise de parole. Donc, si vous avez des questions à poser, et nous ferons au mieux pour y répondre, vous avez un onglet Q et R qui vous serviront à poser directement vos questions à l'écrit. Je vais donc laisser la parole à Jean-Bernard Falco, président de la TOP, pour un mot d'introduction. Merci à tous. Merci Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Il me reste encore quelques heures pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente et heureuse année et en espérant évidemment que cette année 2021 soit meilleure que 2020. En même temps, l'effet de base doit nous être favorable et en tout état de cause, une excellente santé. Je crois que c'est évidemment d'époque que de souhaiter aux uns et aux autres une excellente santé. Et surtout, n'oubliez pas, c'est même très important, faites du sport. C'est très, très important. Du sport, du sport, du sport pour vous oxygéner votre esprit et vos corps. C'est une véritable fierté et un honneur que d'animer ce webinaire, ce nouveau webinaire, tant mon nom qu'en ceux des membres de notre comité exécutif au sein de l'ATOP, l'Association pour un hébergement et un tourisme professionnel. Je suis très heureux d'avoir monté cette opération et tenter de répondre à quelques questionnements. Remerciements particuliers à Best Western et en particulier à son président, Quentin, son directeur général, Olivier, et sa CIO, Céline, qui a permis de rallier de nombreux adhérents. Également un remerciement à GNI. Et j'en profite de ce moment, même si ce n'était pas prévu, pour vous féliciter, le GNI et les organisations syndicales professionnelles, l'UMI, le SNRTC et le GNC, pour envisager à terme une fusion, mais en tout cas une confédération nationale. Et on a vu à quel point, lorsque vous parlez ensemble, c'est quelque chose d'important et la force de frappe que vous représentez. Donc bravo Didier, le président du GNI, et Franck, qui sont des auteurs importants pour avoir monté cette opération. Et je suis persuadé qu'avec une telle force de frappe, notre futur président va être convaincu de mettre en place un ministère dédié au tourisme, voire même au plaisir de vivre, et un secteur qui représente plus de 8% de notre PIB et qui probablement, avec une volonté accrue, vous le savez, on pourrait monter à 10% si l'on s'en donne les moyens. Et c'est donc 50 milliards d'euros de valeur ajoutée supplémentaire que nous pourrions aller chercher dans les prochaines années. Évidemment, je remercierai les chaînes hôtelières et toutes les autres associations qui se sont unies à nous. Et aujourd'hui, comme le THCC d'Oliver, le Contact Hotel, les collectionneurs, BNB, Logis Hotel, Brit Hotel, The Originals, Louvre Hotel, nos cousins de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et l'UNIMEV, l'Union française des métiers de l'événement. Évidemment aussi BPI France qui a mis à notre disposition les données financières qui vont vous être présentées. Et une pensée pour les traiteurs, les restaurants, les salles de sport, les musées, les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas, les discothèques, les guides touristiques, pardon, les agents de voyage, les parcs d'attractions, bref, tous nos partenaires et prestataires qui au quotidien font vivre tous ces lieux de vie
et qui, comme nous, vivent des moments évidemment difficiles, voire dramatiques pour certains d'entre nous. Remerciements à Madame Maya Attig qui nous fait l'honneur et la gentillesse d'être présente avec nous aujourd'hui, qui est directrice générale de la Fédération bancaire française et qui va rester avec nous une petite demi-heure. Notre agenda est très contraint. Et donc, merci Maya d'avoir bousculé votre agenda pour être à nos côtés. Et enfin, merci énorme à notre délégué général, Quentin, en face de moi, Michelon, qui, comme toujours, a beaucoup travaillé et beaucoup œuvré pour ce webinaire et pour qu'il vous soit agréable, dynamique et qu'il puisse répondre, nous l'espérons, à quelques interrogations qui sont les vôtres. Bref, pour que, à l'issue de ce webinaire, vous ayez appris un certain nombre de choses et qu'il vous soit agréable. Avant de passer à la phase suivante, je voulais dire qu'évidemment, le contexte de crise du Covid est extrêmement compliqué pour nous tous, pour tous les acteurs du tourisme, avec des politiques qui limitent les mouvements, les interactions, évidemment, au cœur de nos différents métiers. Ça a été compliqué en 2020, c'est compliqué en 2021, ça le sera probablement en 2022, avec des hauts et des bas et une activité up and down. Il y a 3 périodes, selon moi, que nous allons devoir affronter. Une période de résistance pour 2021 et probablement de 2022, puis une période de relance à partir de 2023-2024 et une forte période de rebond à partir de 2025 et une possibilité, voire même une certitude, en tout cas j'en ai l'intime conviction, que nous allons retrouver non seulement la croissance qui était celle de 2019 et d'auparavant, mais encore plus compte tenu de tout ce qui sera fait entre maintenant et 2025 par nous autres acteurs économiques du privé pour nos secteurs d'activité et par la puissance publique qui saura nous accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pourquoi on a monté ce webinaire? Parce qu'autour de nous, nous avons entendu à maintes reprises et régulièrement des acteurs économiques se poser un certain nombre de questions et une difficulté peut-être à bien appréhender et à bien comprendre quelles sont les aides, les aides de trésorerie, les aides de financement, les aides sociales, bref, toutes les mesures de soutien et de support qui ont été mises en place par le gouvernement et par les établissements bancaires et par BPI France, mais également nos obligations de fermer, de ne pas fermer, les plafonds de solidarité qui bougent assez régulièrement en fonction d'un certain nombre de critères et de paramètres, le chômage partiel, les notations de la Banque de France, bref, tout un tas de paramètres qui semblait compliqué à appréhender pour un certain nombre d'acteurs économiques. Et je pense que tout le monde avait besoin à un moment donné de mettre les choses au clair d'un point de vue financement. Et nous les premiers d'ailleurs. Et la préparation de ce webinaire a été le moment de constater à quel point nous avons besoin de mettre les choses à plat, de les structurer pour essayer de les mettre à la disposition de l'intégralité des acteurs économiques qui participent à ce webinaire. Alors, pour bien comprendre qui est présent sur le webinaire, il y a combien de personnes, Quentin? On a 150 personnes. 150 personnes sont présentes. On va faire notre premier vrai sondage et on va vous demander quelle est votre filière d'activité pour vérifier et pour voir un petit peu quelle est la représentativité de l'échantillon parce que c'est très important. Donc, on lance ce deuxième sondage. Alors, nous avons un échantillon qui est aux 3/4 constitué d'hôteliers et d'hébergements touristiques, avec de la restauration à 16%, un peu de fournisseurs d'événementiels et quelques partenaires institutionnels qui sont présents avec nous. On a quand même une forte majorité, forte représentation de l'hôtellerie parmi nous. Donc, merci à tous d'être là. Merci beaucoup, Quentin. Donc, évidemment, notre secteur d'activité de l'hôtellerie et de la restauration est éminemment représenté avec 3/4 des participants. On va beaucoup parler du secteur S1 et S1 bis au cours de ce webinaire. Et donc, pour rappel, on va vous présenter à l'écran ce que sont les activités et les secteurs d'activité qui relèvent du secteur 1 et du secteur 1 bis.
Donc, vous voyez, comme moi, la liste du secteur 1 sont les hôtels, restauration, camping, traiteurs, débits de boissons, agences de voyage, voyagistes, organisateurs de foires, salons congrès, bureaux de change, art du spectacle vivant, salle de spectacle, musée, guide, conférencier, transport et parcs d'attractions. Et la liste est évidemment complète sur demande. Et S1bis, ce sont à la fois tous nos fournisseurs, nos prestataires qui travaillent avec nous au quotidien, mais également les acteurs économiques qui travaillent au sein de la culture, de la pêche, fabrication de boissons, commerce de gros alimentaires, les fournisseurs, en règle générale, les galeries marchandes des aéroports, les blanchisseries de gros, commerces situés dans les ZTI, certains types d'artisanat et de publicité. Alors, pour ce webinaire, nous avons un plan extrêmement précis avec une présentation qui va vous être faite dans quelques instants par Maya de nouveau, qui est la directrice générale de la Fédération bancaire française, sur l'implication des partenaires et des partenariats bancaires dans la crise de la Covid. Puis nous évoquerons ensuite successivement les PGE et la situation à date pour le secteur du tourisme. Et ça tombe plutôt pas mal compte tenu de la représentativité des acteurs présents sur ce webinaire. Puis également un point sur les crédits bancaires dans le secteur du tourisme et quelles sont les solutions qui sont mises en place et qui peuvent être mises en place et que vous devez vous-même, acteurs, mettre en place. L'état des trésoreries, globalement, et enfin, les réponses de l'État en ce qui concerne les aides qui ont été mises en place, le plan de soutien qui est mis en place et le plan de relance et comment vous pourriez les uns les autres bénéficier, nous pourrions bénéficier les uns les autres de ce plan de relance. Je vais laisser la parole immédiatement à Maya qui va vous expliquer un petit peu à quel point et comment les banques, dès le mois de mars, se sont mobilisées et massivement pour être à nos côtés et nous proposer des solutions importantes et très innovantes et ont joué le jeu parce que, évidemment, je crois que si nous sommes là aujourd'hui, et il faut leur rendre cette grâce, c'est grâce à tous les travaux qui ont été mis en place, notamment par vous, Maya. J'ai eu l'occasion de participer avec vous à quelques conférences au mois de mars et j'ai vu à quel point vous étiez vous-même mobilisés pour permettre à la communauté bancaire d'être très présente aux côtés des différents hôteliers, cafés, restaurateurs et secteurs du tourisme. Et en leur nom, je crois pouvoir parler en leur nom, on vous en remercie évidemment beaucoup. Je vous laisse la parole, Maya. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Merci, Quentin, pour la préparation. Et puis, merci à Didier Chenet qui nous a mis en relation, qui m'a dit la semaine dernière à quel point ce serait important de pouvoir venir parler devant vous directement. Donc, je suis très honorée. Et puis, alors en plus, vous m'envoyez des compliments et à vrai dire, je n'étais pas venue pour en récolter, mais vraiment pour vous expliquer pourquoi fondamentalement les banques sont rapidement, massivement mobilisées, comment elles le sont. Et puis aussi peut-être pour vous donner quelques éléments de fonctionnement. Voilà, donc alors je dois partir à 11 heures, alors je vais essayer de décaler un tout petit peu, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les questions que vous auriez ou les points, donc on pourra débriefer après et puis je vous apporterai autant de réponses écrites que possible. Voilà, mais je suis désolée de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout, j'ai pu décaler un peu, mais pas trop. Donc, d'abord, le terme par lequel je qualifierais cette crise, c'est vraiment de transporter. L'enjeu de la crise, on le met en page 2, l'enjeu de la crise, c'est en fait de partir d'une situation économique française qui est dans l'ensemble saine ou très saine, de fondamentaux en amélioration. Et donc, l'enjeu dans cette crise sanitaire, c'est de transporter des entreprises qui fonctionnaient bien, qui étaient en démarrage pour certaines, et puis qui fonctionnaient bien depuis longtemps avant, de les transporter dans la crise et de leur permettre d'arriver de l'autre côté. Alors, il se trouve qu'au début, on pensait que c'était un ruisseau et que maintenant, c'est un fleuve. Bon, et donc la période s'allonge. Mais vraiment, je crois, la vision des banques sur l'économie française et sur cette crise, c'est de considérer qu'on a une crise sanitaire. Et j'ai vraiment écouté avec intérêt ce que vous disiez en parlant de résistance, de relance et de rebond. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de vous permettre de retrouver la croissance à un moment donné. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que la manière dont le secteur bancaire a travaillé là, ça correspond à une conception qui est en réalité assez particulière en Europe et assez isolée d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a en France une approche de la relation de proximité. Alors, il y a beaucoup j'entends des critiques, hein, bien entendu,
sur les banques en général. Il y a déjà moins de critiques généralement sur sa propre banque. Et dans l'immense majorité des cas, la relation avec le conseiller, avec vraiment la relation de proximité, elle donne une satisfaction qui est en décalage avec ce qu'on peut appeler le bank bashing de temps en temps. Et donc, je crois que depuis très longtemps, la logique, c'est de dire c'est en proximité qu'on peut travailler les sujets. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout s'arrange dans l'agence, mais ça veut dire qu'il faut vraiment, dans toute la relation bancaire, travailler la confiance mutuelle, le dialogue régulier et transparent pour appréhender les situations individuelles, pour expliquer les dispositifs et pour anticiper à la fois les projets et les difficultés. Voilà. Et je crois que ce que la crise a appris aux banques dans cette période, c'est finalement à quel point cette relation de proximité était utile et nécessaire pour pouvoir traiter des situations comme celles qu'on a connues. Alors, c'est parce qu'il y avait cette relation de proximité, Quentin, vous pouvez passer à la page suivante, je crois que je n'ai pas la main, donc je rappelle voilà, que au fond, ce soutien aux professionnels et cette mobilisation repose sur cet aspect de personnalisation. Alors, je mettrai deux étapes en fait. La première étape, c'est le moment où mi-mars, enfin début mars même, on voit la chose venir, le confinement commence. Les banques se disent tout de suite, on est solide, on est là, on a une relation, qu'est-ce qu'on va faire? Et assez vite sont annoncés des moratoires généralisés et puis est monté en une poignée de jours ce produit avec l'État, le prêt avec la garantie de l'État. Première phase. Donc tout ça s'est déployé. Les moratoires, ça a représenté 20 milliards d'euros d'allègement pour les banques, d'allègement de trésorerie pour les entreprises qui les ont eus, sur à peu près 200 milliards d'euros de crédit, hein, donc 20 milliards au total d'allègement de trésorerie pendant cette période. Et puis les PGE, à aujourd'hui, c'est un peu plus de 130 milliards d'euros. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de se dire que cette masse, elle a été permise par la mobilisation massive. À partir de l'été, d'abord, on a eu beaucoup d'espoir, tous, et encore une fois, je pense que notre profession pense beaucoup à vous et le plaisir que tout le monde a eu, je retiens l'idée de ministère du plaisir de vivre, le plaisir que tout le monde a eu à vous retrouver au mois de mai, au mois de juin, je pense que ce plaisir, il reviendra très, très vite après. Cette deuxième phase, en fait, c'est une phase qui est plus personnalisée. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'expérience du premier confinement, d'abord, on pensait que ça durait très peu de temps. Et puis que tout serait gelé. En réalité, ce qui s'est passé entre mars et septembre, même entre mars et octobre-novembre, c'est qu'on a vu des situations extrêmement variables. On a vu des entreprises qui ont très, très bien fonctionné, qui se sont très bien récupérées dans l'été. On en a vu d'autres pour qui ça a été plus compliqué, des régions dans lesquelles la part du tourisme international fait que c'était plus compliqué. Et puis, on en a vu qui ont essayé de s'en sortir, mais bien sûr, ça ne permettait pas de rester à flot. Voilà. Et ceux qui avaient des difficultés pré-crise, et bien évidemment, ces difficultés ne pouvaient pas être résolues dans la crise. Et donc, l'idée, c'était de dire les dispositifs, alors le PGE continue dans les mêmes conditions, les dispositifs de type moratoire, qui avaient fait l'objet, je n'entre pas dans les détails, mais d'un traitement prudentiel spécifique, pour éviter que ce soit considéré comme des défauts de ne pas payer son crédit. Donc, ce traitement dérogatoire, il a été possible jusqu'au 30 septembre, il n'est plus possible après. En revanche, ce que les banques ont dit, c'est le soutien des banques et l'approche des banques, elle doit continuer après et elle continuera sur cette base personnalisée pour tous. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les mêmes mesures pour tout le monde, mais que chacun a le droit, avec son conseiller bancaire, à regarder sa situation et à voir quelle est la bonne solution en fonction de sa situation. Ça, je crois que c'est ça vraiment la grosse différence qu'il faut comprendre. On avait quelque chose de complètement prêt-à-porter, produit de manière industrielle en mars. On a quelque chose qui maintenant est plus adapté aux circonstances. J'en veux pour preuve d'ailleurs le fait qu'on a travaillé une adaptation du PGE spécifique qui est ce fameux PGE saison qui tient compte du fait que le chiffre d'affaires peut être concentré sur certains mois. Et puis, dans les moratoires, aujourd'hui, c'est un sujet plus délicat dont je parlerai à la fin, c'est vraiment au niveau personnalisé qu'il faut voir si c'est une solution ou pas, parce que ça peut aussi, au contraire, je dirais, compliquer la situation d'avoir un moratoire plutôt que de
de le régler. Alors, j'essaye de continuer d'accélérer. Les chiffres, je pense que vous les connaissez et puis vous les verrez à toutes sortes d'occasions. Vous voyez que votre secteur, hôtellerie et restauration, c'est 15% des PGE en nombre. C'est à peu près le même nombre d'ailleurs dans les dossiers de médiation, à peu près 17%. Donc, c'est légèrement supérieur, mais vous voyez, ce n'est pas énorme, ce n'est pas du simple au double. Ce qui veut dire que voilà, les restaurants et l'hôtellerie sont traités vraiment de la même manière que les autres secteurs. Et puis, cette part, elle est vraiment constante dans le temps. On a bien regardé si ça changeait avec les confinements, etc. C'est vraiment constant dans le temps. Et votre part dans les nouveaux PGE depuis le mois de septembre, octobre dernier, c'est la même que ce qu'elle était avant, et avec des taux de refus qui ont très peu bougé. Voilà. Alors, on peut passer peut-être aux outils d'information. Rapidement, je voulais juste vous montrer et vous proposer de consulter notre site. Ou de le faire connaître à d'autres personnes. On a fait des infographies, on a fait une vidéo explicative, et puis dans les infographies, on a essayé d'expliquer comment fonctionnait, de donner des exemples. Alors, c'est des exemples, bien sûr, non contractuels. Chaque banque a sa, je dirais, comment dire, va vous présenter des graphiques ou des chiffres ou des tableaux qui ne sont pas ceux qu'on met là. On a pris des exemples moyens, mais dans l'ensemble, ça vous donne une bonne idée de la façon dont il faut procéder. Et puis, la page suivante, Quentin, si vous voulez bien, c'est comment ça fonctionne pour le remboursement du PGE. Ça, c'est une grosse adaptation qu'on a faite en octobre dernier et qu'on prolonge maintenant. Alors, octroi du PGE, c'est le début. Dans cette période, dans la période dans laquelle on est à peu près, donc début d'année, les banques ont déjà commencé à vous contacter par écrit, par mail, par téléphone, pour vous proposer de discuter des options de remboursement suivant votre situation. Cette option, il faut la préciser avant la fin de l'année de différé, et même compte tenu des délais techniques, assez souvent 1 à 2 mois avant la date d'anniversaire, je dirais, de votre PGE. Donc, vous exprimez votre choix. Alors, ça va concerner tout secteur confondu, 200 000 entreprises en avril 2021, vous voyez, 300 000 sur mai-juin. Donc, ça fait beaucoup d'entreprises à recevoir, avec lesquelles parler. Vous allez choisir une date possible de remboursement. Et puis, vous allez dire, est-ce que je rembourse tout de suite? Au début, quand on a imaginé le PGE, dans l'idée d'un confinement de quelques semaines, c'était très probable que beaucoup remboursent tout de suite. Là, il y a des hypothèses différentes, ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a des entreprises qui n'ont pas du tout utilisé leur PGE et qui vont sans doute le rembourser, mais ce n'est pas du tout obligatoire de tout rembourser tout de suite. Vous pouvez décider d'étaler. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental. Il faut en parler avec sa banque qui vous propose justement les délais sur lesquels vous pouvez étaler. Ce qu'on a ajouté en octobre, c'est de dire, dès lors que vous choisissez d'étaler, donc vous exercez une option d'amortissement, on est en bas là du graphique, là, vous avez le choix et c'est vous qui faites le choix. Hein, c'est vous qui le faites. Vous dites, je commence à payer tout de suite ou bien je commencerai à payer, à rembourser le capital, plus exactement, dans 1 an. Donc, vous avez eu déjà 1 an de différé. Vous allez avoir 1 an supplémentaire pendant lequel, je vois une question dans le chat, vous paierez effectivement les intérêts et la prime de garantie. Par contre, vous ne rembourserez pas le capital. Et je vous montrerai sur la page suivante que les intérêts sont un montant qui, bien évidemment, je ne dis pas que c'est un montant qui est facile à payer, mais vu le niveau des taux d'intérêt et même de la prime de garantie, c'est un niveau qui est très faible par rapport au capital que vous auriez à rembourser. Donc, vous payez ces intérêts et puis vous commencerez à amortir dans 1 an. Alors, ce qui est, semble-t-il, non négociable avec la Commission européenne, c'est ce délai de 6 ans au total, ce qui fait que ça veut dire qu'au lieu de rembourser sur 5 ans, en fait, vous allez rembourser sur 4 ans. Donc, un montant plus élevé annuellement, mais sur une durée plus longue, et ça vous permet d'arriver dans votre phase de relance hein, et donc de pouvoir à ce moment-là dégager plus de cash. On peut le voir à la page suivante, Quentin, merci, où c'est là que je vous montre en fait le graphique. Les lignes oranges, c'est les intérêts et la prime de garantie, et les lignes bleues, les lignes bleues, c'est le capital. Donc, vous voyez que dans le cas qui est à droite de l'écran, pour un PGE de à peu près 100 000 €, hein, donc qui est
à peu près celui qu'on constate, enfin supérieur à celui qu'on constate dans l'hôtellerie-restauration, mais un PGE de 100 000 euros, eh bien, au lieu de payer 20 000 euros d'amortissement et 2 000 euros d'intérêt la première année, ça c'est le graphique de gauche, vous allez payer, si vous décalez encore, vous allez payer à peu près les 2 000 euros d'intérêt, mais vous ne paierez pas les 20 000 euros de capital. Voilà. Alors, c'est une adaptation, je dirais, qui semble de bon sens. Hein. C'est à vous de la demander. Là encore, j'insiste sur un aspect prudentiel. Alors, encore une fois, je n'aime pas m'abriter derrière la réglementation. Il ne s'agit pas de s'abriter. Il s'agit simplement de vous expliquer. Peut-être on peut aller à la… non, on reste à cette page, pardon. Du point de vue de la réglementation bancaire, un aménagement de crédit pour un client, si c'est un aménagement qui modifie les flux financiers du contrat, qui les modifie significativement, si ça les fait bouger, par exemple, si on n'augmente pas le taux, mais qu'on garde le même taux, mais sur une durée plus longue, en réalité, ça oblige la banque à provisionner et surtout, ça peut l'obliger dans beaucoup de cas à déclarer le client en défaut. Donc, ce qu'on a discuté assez difficilement, pour tout vous dire, avec la Banque de France, qui n'est pas la seule décideuse sur ce point, c'est vraiment avec les autorités bancaires européennes qui sont à Francfort, qui sont décisionnelles. Ce qu'on a dit avec elles, c'est que le PGE, c'est un cas particulier parce que le PGE, il donnait cette liberté très forte après un an. Et donc, dans ce cadre, que l'entreprise amortisse sur 5 ans ou sur 1 an de différé supplémentaire plus 4 ans, en réalité, on ne doit pas considérer que c'est une restructuration du crédit. Si on devait considérer que c'est une restructuration, alors il faudrait déclarer en défaut. Et là, franchement, vous déclarez en défaut, ce n'est pas un cadeau pour vous, bien évidemment, ce n'est pas un cadeau pour les banques non plus, mais genre, ça n'a pas été fait pour ça. Voilà. Donc, on a vraiment travaillé dur pour avoir ce système où c'est vous qui demandez, et puis vous demandez selon cette modalité qui respecte le cadre du PGE et qui vous permet de souffler pendant cette nouvelle année de résistance et avant d'aborder la partie relance. Alors, sur les moratoires, par contre, pas d'exception, et je terminerai par là, les reports d'échéance, dispositif de mars 2020, comme je l'ai dit, il était généralisé, automatique et couvert par un cadre qui a été exceptionnel et que les superviseurs ne souhaitent pas étendre. Ils ont fait une proposition pour étendre ce dispositif, mais c'était une proposition qui visait à l'augmenter, de passer de 6 à 9 mois. Et en réalité, je veux dire, ça supposait de déclarer l'entreprise en défaut. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas faire. Voilà. Donc, les superviseurs européens ont une vision très mécanique où ils disent, dès lors qu'un crédit ne répond pas à ce qui était prévu au départ, je dois considérer que c'est un défaut. Voilà. Alors, du coup, c'est pour ça que ce qu'on a souhaité faire, ce qu'on a annoncé le 14 janvier, c'est que les moratoires et reports d'échéance, ce serait vraiment essentiel d'en parler entre la banque et le client. Les banques l'accorderont de manière personnalisée chaque fois que c'est nécessaire aux entreprises ou professionnels subissant des restrictions d'activité. Et ce qui n'est pas écrit ici, mais qui est vraiment dans l'esprit, pourvu que ça ne vous plombe pas plus que ça ne vous aide. Voilà. Alors, je n'ai pas de mode d'emploi idéal à vous proposer pour aller en parler à votre banque. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de garder un contact permanent. S'il y a une difficulté, je dirais, relationnelle, une difficulté de compréhension, faites remonter, dites, je voudrais que ça remonte un peu plus haut dans votre structure. Aujourd'hui, on est dans une phase où beaucoup de choses sont remontées justement pour s'assurer que cet engagement, on a pris, qu'on a bien regardé toutes les solutions possibles. Voilà, en dernier lieu, voilà, on est ouvert, on reçoit par le biais des fédérations des cas difficiles. Il y a des numéros auxquels on peut s'adresser dans les banques pour signaler les cas difficiles, mais vraiment rester le plus longtemps groupé, en dialogue, en confiance avec votre banque. La solution, elle n'arrive pas forcément au premier rendez-vous. Il faut discuter, mais dites-vous que cette logique selon laquelle on est dans une phase de traversée de crise sanitaire, on n'est pas dans une phase de crise économique intrinsèque, on est dans une phase de traversée de crise sanitaire qui cause des difficultés économiques. Ce n'est pas pareil. Les banques françaises feront tout en œuvre pour soutenir leurs clients
votre belle industrie. Et puis, le ministère du plaisir de vivre, je ne sais pas s'il va exister, mais je comprends que la Fédération du plaisir de vivre, elle va exister. Et donc, je vous souhaite d'avance de continuer tous vos échanges avec nous. Voilà. Merci. Maya, merci infiniment. Je pense que c'est extrêmement clair. Et on peut vous libérer, hein, bien sûr. Hein. Vous aviez une contrainte horaire à 11 heures. Donc, pour les questions, je me rapprocherai de Quentin et de vous après pour y répondre. voilà. Merci. Alors, c'est ce que j'allais dire. Donc, si vous avez des questions à poser à la Fédération bancaire française, à Maya, qui, encore une fois, n'est pas une banquière, hein, c'est la patronne de la communauté bancaire. Donc, elle ne pourra pas régler les problèmes individuels. Hein. Mais en revanche, n'hésitez pas à poser des questions à Quentin, qui les relayera, puisque vous avez l'adresse email de Quentin. Et donc, Maya. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion pour Jean-Bernard. On va juste attendre qu'il arrive à se reconnecter et on reprend le direct. Vous m'entendez? Super. Désolé pour la problématique de connexion. Donc, Maya nous a quittés. Et je disais que si vous aviez des questions à poser, vous les poserez à Quentin. N'hésitez pas, vous avez son adresse email. Et donc, n'hésitez pas à lui poser. Il les relaiera à Maya. Si on avance un petit peu dans l'ordre, dans la présentation, quelques statistiques qui ont été minutes, et on va vous représenter d'autres statistiques plus focus sur nos entreprises. Donc, 696 000 entreprises ont bénéficié du PGE, dont 108 000 entreprises dans le secteur du tourisme, hein, c'est-à-dire à 16%. Ce qui représente au total 112 milliards d'euros de PGE au 26 janvier, et donc 10 milliards et demi pour le secteur du tourisme. Alors, vous savez que, comme je le disais tout à l'heure, le tourisme représente entre 7 et 8% du PIB, à peu près 10% du poids de notre secteur par rapport à l'activité française globale. Et donc là, on voit aussi à peu près que nos PGE représentent peu ou prou 10%, du secteur. Donc, en ce qui concerne les montants qui ont été dépensés aujourd'hui, tout secteur confondu, c'est 42% sur ces 112 milliards. Et nous, si on fait un focus sur les acteurs économiques du tourisme, c'est 49% et jusqu'à 70% pratiquement pour le secteur du HCR plus particulièrement. Alors, et évidemment, ces chiffres nous ont été communiqués par BPI France. Ils diffèrent un peu des sources gouvernementales, mais les sources gouvernementales donnent un peu plus de montants. En réalité, nous parlons de prêts qui ont été préactivés, activés ou décaissés à l'heure où je vous parle, au 26 janvier. On va lancer un nouveau sondage, en fait, même 3 sondages. Un sondage numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Donc, on va vous laisser à chaque fois 20 secondes. Et rassurez-vous, vous aurez la réponse de ce sondage à l'issue du sondage numéro 5. Et je vous invite à bien lire les questions et à y répondre du mieux possible, parce que nous allons tenter de réagir les uns les autres de façon instantanée et de donner le meilleur aperçu possible au panel représentatif présent aujourd'hui, qui permettra aux uns et aux autres de bien à la fois se comparer individuellement par rapport au secteur, bien sûr, mais à ce panel où on est pratiquement maintenant 200 sur le webinaire. Donc, on lance ce sondage numéro 3.
C'est bon. Du coup, on a les résultats de ce sondage. Globalement, vous êtes à 92% à avoir bénéficié d'un PGE, avec des encours moyens allant globalement, vous avez pour la majorité eu entre 21 et 25% de votre CA annuel. Donc 38% des sondés qui ont entre 21 et 25%, 28% qui ont entre 11 et 20%, 12% qui ont entre 1 et 10% et 13% qui ont un petit peu plus que les 25% classiques du PGE. Sur la troisième question, on vous demandait quel était votre solde disponible. Et globalement, la majorité des sondés ont encore plus de 75% du montant total emprunté, 33%, donc un tiers des sondés. 14% ont de 51 à 75%, 22% ont de 31 à 50% des montants empruntés et 31% ont moins de 30%. Donc, c'est quand même une forte partie des sondés qui ont consommé leur PGE à moins de 30%. Merci Quentin. Comme je n'ai pas sur mon écran les sondages, rappelez-moi combien il y a eu de 51 à 75 et de 76 à 100% qui ont encore un solde disponible. 30 ans. Alors, de 51 à 75%, on est à 14% des sondés. Et de 76 à 100, on est à 33%. Donc, pratiquement 50% des sondés, des sondés ont encore un solde disponible. C'est de bon augure pour la suite. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. En ce qui concerne les PGE en tant que tels et de leur avenir par rapport à ce que vient de dire Maya, et pour tenter de répondre aux questions qui sont posées. Avant de répondre à la question qui est posée, il faut essayer de bien appréhender, de bien comprendre comment a été créé le PGE et quel est son mécanisme. Maya a dévoilé quelques critères, en tout cas a évoqué quelques paramètres du PGE et vous a évoqué les difficultés qui pourraient être rencontrées et les exceptions qui sont faites par rapport à des règles prudentielles bancaires. Je crois que c'est très important que chacun comprenne la façon dont les choses se passent derrière le rideau. En Europe, l'Europe a voté pour les 27 États-nations une enveloppe par pays de plans d'aide, de soutien, de support au mois de mars, si vous vous en souvenez. Et pour la France, pour faire court, c'est 300 milliards d'euros. Et donc, notre président a dit que la France disposait d'une enveloppe de 300 milliards d'euros pour venir au soutien économique des différents acteurs économiques de notre secteur, de notre économie et dans notre secteur d'activité. Et parmi ces 300 milliards, il y a une enveloppe qui a été affectée aux prêts garantis par l'État à hauteur de 90%, en se disant qu'il était important que les banques puissent supporter un risque de 10% pour les impliquer de façon significative et surtout, évidemment, pour les obliger quelque part à bien analyser les dossiers et à ne pas consentir des prêts à tout le monde. L'Europe a créé ce produit avec la France, et qui est un produit vraiment spécifique sur les marchés, qui a été acheté par les investisseurs du monde entier, qui a prêté de l'argent à l'État européen et qui, l'État européen a mis cet argent à la disposition des États-nations, même si effectivement, quand on analyse un peu plus précisément la mécanique et le mécanisme, la réalité, c'est que c'est la Banque centrale européenne qui a créé de la monnaie et de la liquidité pour permettre aux États-nations de disposer de ces différentes enveloppes, donc 300 milliards pour la France. Mais évidemment, les États-nations sont obligés de respecter un certain nombre de critères, au premier rang desquels un montant maximum par entreprise
tel qu'il a été fixé dans la création du PGE, donc à l'origine 25% du chiffre d'affaires, et une maturité d'emprunt de 6 ans. Par conséquent, celles et ceux qui vous disent qu'on va pouvoir allonger la durée du PGE ou modifier de façon substantielle le prêt garanti par l'État, à l'intérieur de ces 6 ans et de ces 25% qui ont été portés pratiquement pour notre secteur d'activité jusqu'à 30% du chiffre d'affaires, au regard de celles et ceux qui ont pu bénéficier des prêts garantis par l'État saison, les PGES, en dehors des prêts à tout qui ont été mis à la disposition par BPI France et la communauté bancaire au profit des acteurs du tourisme essentiellement, si on raisonne que sur le PGE, dites-vous que la maturité de la dette, au moment où je vous parle, ne peut être que de 6 ans. C'est très important au moment où on se pose la question de savoir ce qu'il va être de la deuxième année en ce qui concerne le report dont nous avons pu bénéficier la première année. Alors, il y a plein de questions qui ont été posées au travers de ça. Est-ce que je dois rembourser mon PGE au mois de mars et en prendre un nouveau, ce qui était assez intelligent d'imaginer, puisque finalement, en reprenant un prêt, en remboursant le premier, en prenant un autre PGE et en repartant sur une durée de 6 ans et en demandant un différé d'amortissement, finalement, on portait quelque part la maturité de ce produit à 7 ans. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que, à notre connaissance, et selon ce que nous avons compris de nos échanges avec Bercy et avec la communauté bancaire, lorsque vous allez rembourser le cas échéant votre prêt et solliciter un nouveau PGE, le banquier va prendre en considération le fait que vous avez déjà eu un premier PGE. Et donc, la maturité de la dette ne pourra pas être supérieure à 6 ans, encore une fois, parce que la communauté bancaire, elle est très encadrée dans ce financement et sur cette période de 6 ans. Dit en d'autres termes, ce que nous avions pour un certain nombre d'entre nous, et moi au premier rang desquels, pour mon entreprise, envisager de rembourser le PGE et de repartir sur un nouveau, semble a priori, à ce stade-là, au 29 janvier, un peu complexe à appréhender, mais on va voir tout à l'heure, il va peut-être y avoir des modifications sur ce terrain-là. Et je suis tenté de vous dire, sans vous dévoiler la conclusion de ce webinaire, que de toutes les façons, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Comme ça vous garde en haleine pour rester jusqu'à la fin. Par ailleurs, des questions sont posées et elles sont tout à fait normales sur est-ce que si je repars sur une année supplémentaire de différé, celui-ci est automatisé? La réponse est oui, elle est automatisée, mais ça ne veut pas dire que les banquiers vont le faire automatiquement. Ça veut dire que vous devez de toutes les façons vous rapprocher de votre banque pour que votre banque puisse vous accorder une année de différé supplémentaire. Maintenant, et ça va être accepté, que les choses soient très claires, et il n'y a pas de référence bancaire, de bilan d'état financier 2020 de la même chose que 2019, parce que bien évidemment, nos états financiers vont être tous totalement dégradés. On aura l'occasion d'y revenir aussi un peu après. Vous verrez pourquoi quand on évoquera la problématique Banque de France. On nous pose la question régulièrement, est-ce que nous allons bénéficier d'un remboursement, enfin d'un différé capital et intérêt pour cette deuxième année? La réponse est à ce stade-là, non. Vous avez entendu Maya tout à l'heure, nous devons nous acquitter des intérêts financiers pour cette deuxième année, mais là où je la rejoins, quel que soit le montant qui est celui de votre PGE, et je vois que nous en avons tous bénéficié, globalement, 92% d'entre nous on a bénéficié. Globalement, vous êtes 40% entre 1 et 20% et 51% entre 21 et jusqu'à 30%. Franchement, même si c'est un coût important, parce que rien n'est gratuit, je pense qu'on peut imaginer pouvoir payer ces intérêts financiers compte tenu du confort que cela représente. Donc, dit en d'autres termes, on ne pourra pas modifier la durée de 6 ans. Il ne faut surtout pas, me semble-t-il, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, rembourser par anticipation le premier PGE et repartir sur un deuxième. Et nous allons devoir nous acquitter du montant des intérêts pour cette deuxième année. Une question a été posée par l'une d'entre vous, je crois, Muriel, à propos de la prise en compte du chiffre d'affaires 2019 versus 2020 pour obtenir le PGE par rapport à 25% du chiffre d'affaires. L'exercice 2020 n'a rien à voir. Vous pouvez complètement l'annuler de votre raisonnement.
lorsque vous discutez avec vos banquiers d'un renouvellement ou d'une restructuration, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais surtout pour évoquer la prise en compte, par exemple, d'un PGE. Là, si certains d'entre vous, et vous êtes sur le webinaire, 8% à ne pas en avoir bénéficié, franchement, s'il vous plaît, si je me trompe, je veux bien être celui sur lequel vous pourrez taper médiatiquement et quand vous me verrez me gifler. Mais s'il vous plaît, prenez ces PGE. Prenez ces PGE. Je vous en supplie, je ne peux pas faire autrement. Prenez-les. Les 8% qui ne l'ont pas pris, si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas grave, prenez-le. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin 21 pour pouvoir les obtenir. Et lorsque vous allez discuter avec votre banquier, et ça répondra à la question de Muriel, c'est la moyenne du chiffre d'affaires de 2019 qui doit être pris en considération pour les 25%, comme pour les aides, si vous avez fait attention sur les dernières modifications dont on aurait pu, dont on peut bénéficier. Je suis en train de lire en même temps les questions pour tenter d'y répondre, hein, puisqu'on est sur le chapitre PGE. Et donc, pour répondre à Karine, je suis d'accord. Les banques sont devenues beaucoup plus frileuses dès le mois de juin, vous avez raison, et ont été totalement réticentes à mettre en place le PGE et les PGE saison dans le secteur de l'hôtellerie, parce qu'elles nous ont considérés comme étant un secteur sinistré, difficile, etc. etc. Je vous conjure de faire en sorte que vous insistiez auprès de votre banquier. Et si par un extraordinaire, vos banquiers ne veulent absolument pas vous financer votre PGE, faites remonter ça à BPI France, directement à Nicolas Dufour, qui à plusieurs reprises, ou à Pedro Novo. Donc, on pourra vous donner les adresses email en fin de ce webinaire de Pedro Novo ou de Nicolas Dufour, qui se sont fait les garants de pouvoir recevoir toutes les difficultés qui pourraient être relevées dans notre secteur d'activité et qui ne permettraient pas aux uns et aux autres de bénéficier des PGE. Pour répondre à Cam Truong sur le PGE qui est remboursable en 6 ans vient se cumuler avec les autres dettes déjà existantes, c'est absolument vrai. Et en termes de service de la dette à couvrir, ce sera trop lourd. Vous avez parfaitement raison. Ça va être beaucoup trop lourd. Est-ce qu'il va y avoir un cadre de restructuration et de fusion des dettes bancaires pour aboutir à une ligne de dette unique supportable? J'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il vous plaît, dans vos raisonnements, isolez, comme on le propose d'ailleurs au gouvernement, d'isoler la dette française et la dette générée par la Covid du raisonnement financier et économique de la France et du poids d'endettement de la France. On avait pratiquement 100% d'endettement de notre PIB, vous le savez, pré-Covid. On est aujourd'hui à 120%. Les fameux 20% devraient pouvoir être isolés économiquement, en macroéconomie, dans le futur pour l'ensemble des États-nations, en tout cas en Europe, qui dépendent de la BCE. Donc, ayez le même raisonnement en microéconomie, s'il vous plaît, pour nous autres dans le secteur du HCR et pour vous autres, hôteliers, cafetiers, restaurateurs et acteurs économiques du secteur de l'événementiel et du tourisme, isolez dans votre raisonnement, s'il vous plaît, le PGE, mettez-le de côté, le cumulez pas, ne le restructurez pas, ne tombez pas dans le piège d'une restructuration proposée par votre banquier, le cas échéant, qui viendrait mettre en application et en addition effectivement vos PGE par rapport à votre endettement existant, et parce que c'est la nouveauté de la semaine, et parce que ça va être la nouveauté des prochaines semaines et des prochains mois. Si vous êtes amené à prendre des prêts participatifs, et je vous encourage d'ailleurs à imaginer cette solution-là, qui est une très bonne solution, parce qu'un prêt participatif, il sera beaucoup moins onéreux proposé par BPI France et la communauté bancaire que les prêts obligataires qui sont proposés par la communauté bancaire aujourd'hui et les investisseurs anglo-saxons notamment, puisqu'on parle de 4 à 5% en fonction de votre chiffre d'affaires versus 10 à 12% ou 15% d'attente de retour sur investissement de la part des fonds, c'est quelque chose d'important. Mais s'il vous plaît, ne transformez pas vos PGE par les prêts participatifs. Ne faites surtout pas ça et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Vous devez attendre. Pour répondre à Véronique, pourquoi nos professions n'ont-elles pas bénéficié des mêmes avantages et des taux que les professions juridiques, que ce soit pour les taux d'intérêt à 0,3% et pour les reports des échéances de prêts sans intérêt intercalaire
pas d'équité dans un pays d'égalité. Alors, si on parle de PGE, Véronique, le PGE, encore une fois, c'est un produit qui a été structuré par la BCE avec l'AFBF et pour les banques et par BPI France. Tout le monde a exactement les mêmes modalités. En ce qui concerne le taux d'intérêt par les banques, chaque banque n'a pas raisonné sur, comme vous l'indiquez, hein, comme pour les professions juridiques, hein, pour une profession globale, mais va raisonner et a raisonné par banque. C'est-à-dire que le groupe BPCE a ses propres modalités financières, le groupe Crédit Agricole, le groupe Crédit Mutuel, la BNP, la BNPP et la Société Générale, chacune de ces banques ont leurs propres modalités de PGE et plutôt par entreprise ou sectorielle parfois, mais elles avaient la latitude de regarder ça comme de la même façon, sans excès, puisque c'était contrôlé par BPI France et par l'État et par Bercy. Et de la même façon que pour les indemnités de remboursement par anticipation, il y a eu un fameux grand débat sur le sujet. Et effectivement, certaines vont le pratiquer et d'autres ne le pratiquent pas. Pour répondre à Claude Lévy qui dit qu'il y a un moratoire avec la BPI sur les prêts tourisme Covid, enclenche-t-il un défaut ou pas? Je vais répondre parce que là encore, il faut évidemment bien comprendre ce qui se passe en cas de défaut pour la communauté bancaire. Et pardon si je suis un peu technique sur le sujet. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure de la part de la directrice générale de la FBF, lorsque vous allez demander une restructuration de votre prêt, ou alors lorsque vous allez demander effectivement un report du prêt à tout, en l'espèce, hein, le prêt tourisme, qui s'appelle le prêt à tout, je crois maintenant, ou une restructuration globale ou indifférée, vous allez rentrer, sauf pour le PGE, et elle l'a dit tout à l'heure, en cas de ce qu'on appelle en norme bancaire le non-performing loan, NPL, c'est-à-dire considéré comme une entreprise défaillante. Et là, ça génère effectivement auprès des banquiers un certain nombre de problématiques et de conséquences. Au premier rang desquelles, problématiques et conséquences, les banques vont, pour respecter les normes BAL 3 de liquidité, de solvabilité, tiers core one, etc., devoir abonder, provisionner votre encours, notre encours, dans leur bilan et abonder plus de fonds propres. Et évidemment, vous allez être coté, vous allez être noté au sein de la communauté bancaire sur un fichier qui est très précis, comme étant une entreprise dite défaillante. Alors même que vous n'êtes pas défaillante, parce que vous allez avoir restructuré votre emprunt et obtenu une maturité de dette, hein, une durée d'emprunt supplémentaire, par exemple 12 ans à la place de 10, 17 à la place de 15, 22 à la place de 20, etc. etc. Donc il faut être extrêmement prudent sur les demandes que vous allez faire auprès de vos banquiers et de bien réfléchir et de bien raisonner. Et pour ça, je vous demande, s'il vous plaît, solennellement, et je vous conjure, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour celles et ceux qui n'ont pas encore consenti d'emprunt PGE de le faire, d'aller voir le plus rapidement possible, après avoir sorti vos états financiers, d'insister, de pousser vos experts comptables à sortir le plus rapidement possible vos états financiers et avec vos liasses fiscales, d'aller en compagnie de votre expert comptable, voire de votre commissaire aux comptes ou de vos conseils, prendre un rendez-vous avec votre antenne locale de la Banque de France. Pourquoi je vous dis ça? C'est très, très, très important. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, dans ses différentes sorties médiatiques, a indiqué que la Banque de France et les antennes locales, par définition, des banques de France un peu partout en région, prendront en compte et en considération l'état, évidemment, économique et sanitaire de la Covid de 2020 généré par 2020. Mais s'il vous plaît, ne tombons pas dans ces pièges-là. On va tous avoir des situations catastrophiques et celles et ceux qui n'en auront pas, tant mieux pour elles et je les félicite grandement. Et bravo. Mais globalement et en grande majorité, nous allons tous présenter des situations financières catastrophiques. Je remercie particulièrement de nouveau, et pardon pour ces remerciements réitérés, mais Didier Chenet et Franck Trouet, parce que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble avec l'Autorité nationale de la comptabilité et de contrôle à permettre, c'est aussi un peu technique, hein, mais voyez ça avec votre expert comptable, deux choses. La première, c'est que nous amortissons tous, hein, dans nos secteurs d'activité, beaucoup nos immobilisations corporelles, c'est-à-dire les travaux que nous réalisons dans nos établissements, restaurants, hôtels et autres entreprises sur une durée donnée.
La réalité, c'est que vous avez un plan d'amortissement linéaire ou dégressif, 10 ans, 12 ans, 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, hein, parfois aussi pour l'immobilier. Et ça pèse évidemment beaucoup, ces dotations aux amortissements, dans nos bilans. Cette année, vous aurez la possibilité de faire une année blanche sur ces amortissements. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas perdus, mais ils seront reportés en fin d'échéance de plan d'amortissement. Si c'était sur 10 ans, ça sera la 11e année, 15 ans, etc., etc. Et ça, je vous dis, c'est facile à expliquer maintenant, une fois que c'est obtenu. Mais la rapidité avec laquelle nous avons réussi à obtenir ça, grâce au concours du GNI et de Didier, c'est juste exceptionnel, parce que je me souviens du premier rendez-vous, il y a quelques semaines de cela, où on nous opposait que c'était impossible compte tenu de toutes les étapes à mener. Et pourquoi je vous dis ça et que je prends un peu de temps? Parce que en bénéficiant du report de cet amortissement, nous allons pouvoir bénéficier d'une situation financière un peu meilleure que celle qui aurait été celle que nous allions présenter en tenant compte de ce plan d'amortissement. De la même façon, les annulations de charges sociales que nous avons bénéficiées, mais là, il faut attendre un petit peu et voir avec votre expert comptable si, dans l'attente du décret, il n'accepte pas quand même de les annuler. Nous devrions être en capacité d'annuler dans nos bilans, dans nos comptes de résultats, les charges sociales qui doivent être aujourd'hui provisionnées à titre de paiement pour le futur, mais qui pourraient être annulées. Tout ça mis bout à bout devrait permettre d'avoir une situation financière un peu meilleure. Vous allez à la Banque de France, vous allez avec vos conseils expliquer que votre notation, vous savez, nous sommes cotés selon des lettres hein, de A à F et puis des notations de 3 à 6. 3 étant la meilleure note, 6 étant une note qui approche le dépôt de bilan et pour lequel vous n'avez absolument pas de financement. Et je répondrai à une question tout à l'heure. Si vous n'êtes pas en capacité d'obtenir un PGE vraiment, parce que les banques vous le refusent, malgré les interventions de BPI et d'autres, effectivement, il existe un service qui va vous permettre de l'obtenir. Et Quentin vous transmettra à la fin de ce webinaire l'adresse email auprès de laquelle vous devez prendre. Hier. Ah oui, je l'ai pas à l'écran. Donc vous voyez là sur l'adresse email idf.prévention-économique@direct.gouv.fr vos demandes pour pouvoir bénéficier de prêts un peu différents par le soutien de l'État. Ouais, je n'avais pas vu sur le QR, je l'ai à l'écran. Par le soutien de l'État. Donc, il faut absolument que votre banquier ne dégrade pas votre notation. C'est très, très important. Parce que quand vous allez vous retrouver devant vos banquiers dans quelques semaines, et encore une fois, là, je vous invite à prendre le rendez-vous le plus rapidement possible avec vos états financiers et avec votre notation Banque de France dans la mesure du possible. Lorsque vous allez vous retrouver devant votre banquier qui va analyser vos liasses fiscales et la notation de votre Banque de France, même s'il vous aime beaucoup, même si vous avez une relation de proximité très proche avec lui, comme l'a révélé Maya tout à l'heure, puisque ce qui s'est passé au cours de ce printemps a révélé quand même, et malgré tout, que majoritairement, les banques ont su adopter une position de proximité avec notre secteur d'activité. C'est quand même évidemment à souligner. Votre banquier, même s'il vous aime bien, il vous dira: je suis désolé, Jean-Bernard, je t'aime beaucoup, mais compte tenu de ta situation financière, compte tenu de tes fonds propres qui sont altérés, compte tenu du fait que ton endettement est là, la personne qui a posé la question tout à l'heure, je crois que c'était Cam, qui disait qu'effectivement, le poids global de la dette sur les fonds propres et sur le chiffre d'affaires est très significatif, et parce que j'aurai une cotation Banque de France dégradée, le banquier, au regard de ces normes prudentielles à respecter vis-à-vis de la BCE, vont être dans l'impossibilité d'accorder un financement ou une restructuration complémentaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut anticiper ce moment-là. Et nous, avec le GNI et au sein de l'ATOP, nous n'avons pas arrêté d'alerter le gouvernement, Bercy et les ministres concernés sur ce sujet-là et de dire: nous allons être confrontés au mois de mars, pour celles et ceux qui ont bénéficié dès le mois de mars des PGE, en l'occurrence, à un mur de liquidité. Ce mur de liquidité, c'est ce problème de restructuration financière dont je suis en train de parler, le prolongement du PGE et la dégradation de la note de la Banque de France. Donc, plus qu'un mur de dette, c'est un mur de liquidité auquel nous allons être confrontés. Et je ne parle même pas du report des échéances de crédit bancaire, capital et intérêt, dont on va parler juste après, puisque c'est un gros pavé qui arrive maintenant.
Si je résume tout ça, priorité, expert comptable, liasse fiscale, avec votre commissaire aux comptes, votre expert comptable et vos conseils, prise de rendez-vous le plus urgemment possible avec votre antenne locale de la Banque de France et obtenez la meilleure cotation possible, s'il vous plaît. C'est très, très important de bien avoir ça à l'esprit. On va lancer le point numéro 5 du webinaire pour Quentin et un nouveau sondage même plusieurs sondages. Vous allez avoir 4 questions qui vont vous être posées et faites très attention, s'il vous plaît, aux questions qui vous sont posées. On ne parle pas de la durée de votre endettement, mais on parle de l'équivalent en chiffre d'affaires. Par exemple, on va vous dire, est-ce que vous connaissez quel est votre capital restant dû à la date d'aujourd'hui, au moment où on se parle? Est-ce que c'est moins de 6 mois de chiffre d'affaires ou plus? Vous verrez les différentes fourchettes. On parle du chiffre d'affaires. On ne parle pas de la durée de votre remboursement. Et de la même façon, lorsque vous répondrez à la question numéro 7, vous devrez raisonner en chiffre d'affaires et non pas en durée de remboursement. On y va, Quentin, merci beaucoup. Question numéro 6. Connaissez-vous votre capital restant dû auprès de vos établissements bancaires à date? Moins de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, entre 1 an et 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, ou entre 3 et 5 ans, ou vous ne le connaissez pas. Deuxième question à propos des crédits bancaires. J'ai pas. J'ai fermé, j'ai pas. Donc la deuxième question, avez-vous bénéficié d'un différé d'amortissement? Moins de 6 mois, de 6 mois à 1 an et non. Ben si, en plus de 5 ans. Non, plus de 5 ans. Non. Huitième question. Pour vous, disposer d'un an supplémentaire de différé capital et intérêt, est-ce que ça serait utile, vital ou peu utile? Comment? Et donc, la dernière question, avez-vous entamé les démarches auprès de vos partenaires bancaires pour obtenir un différé supplémentaire? Oui ou non? Alors, en ce qui concerne les résultats. Donc, connaissez-vous votre capital restant dû à la date? Oui, moins de 6 mois de chiffre d'affaires pour 25%, 23% moins d'1 an, 20% moins de 2 ans, 6% moins de 3 ans, 14% moins de 5 ans, et vous ne savez, pour 11%, vous ne savez pas. Donc, on voit que pour 48% quand même de celles et ceux qui ont répondu, donc 54 sondés, c'est 48% de moins d'1 an de chiffre d'affaires. Donc, on a un secteur finalement pas aussi endetté qu'on veut bien nous le faire croire. La deuxième question, avez-vous bénéficié d'un différé de moins de 6 mois à 21%, moins d'1 an à 14% et d'1 an 42%. Donc, d'un point de vue quand même majoritaire, 42%, nous avons bénéficié d'un différé d'une année. Disposer d'une année de différé supplémentaire, c'est utile pour 51%, c'est vital pour 39% et peu utile pour 10%. Donc, ça nous conduit et ça nous invite quand même à faire en sorte que, on imagine que pour 90%, c'est soit utile, soit vital et donc important d'y travailler. Est-ce que vous avez entamé des démarches auprès de vos partenaires bancaires pour obtenir un différé? Là, on est sur du 50-50
Et donc, c'est très bien pour celles et ceux qui ont commencé. Et j'invite de nouveau toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas fait à commencer à le faire. Alors, où on en est dans nos discussions par rapport à ça avec Bercy et avec les ministres concernés concernant l'état des différentes prolongations de différé. Alors, d'ores et déjà, et pour le secteur S1 et S1 bis, et nous sommes là pour ça et nous défendons avec beaucoup de conviction, j'espère que vous le sentez, la profession et les secteurs S1 et S1 bis. Pour ce qui concerne le PGE, encore une fois, ça devrait être automatique industriel, mais vous devez faire la demande, évidemment, et celles et ceux qui ne le veulent pas, eh bien, vous négocierez avec votre banquier. Mais encore une fois, pour ce que je vous dirai tout à l'heure, vous avez tout intérêt à le faire. Et en ce qui concerne les autres crédits bancaires, même si effectivement, ce n'est pas aussi vital que ce que je le pensais, au regard de ce qui a été dit, néanmoins, quand même, ça nous invite et ça nous encourage à poursuivre les discussions que l'on a avec le gouvernement sur le sujet. Il faut absolument obtenir un état de prolongation de différé pour la prochaine année. À tout le moins, d'obtenir au moins un différé en capital, même si nous avons à supporter les intérêts. Je vous rappelle que pour l'instant, nous sommes fermés pour quasiment 90% d'entre nous, ou en tout cas partiellement ouverts, avec un chiffre d'affaires très pauvre. Et celles et ceux qui pensent qu'on va retourner à la normale avant le mois de juin, eh bien, je les encourage à revenir vers moi et à tenter de me convaincre pour convaincre tout le monde, mais je n'y crois absolument pas. Et donc, ça va être très compliqué pour celles et ceux qui sont en échéance trimestrielle à partir du 31 mars ou du 30 juin de reprendre les échéances de crédit à la normale, celles et ceux précédentes. Donc, il faut absolument, là aussi, aller négocier avec son banquier et il n'y aura pas d'automatisation, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Il n'y aura pas d'industrialisation du process de report des échéances de crédit bancaire comme nous avons pu en bénéficier en mars 2020. Et ça, c'est encore une fois très, très important parce que je rejoins encore ce qui a été dit tout à l'heure sur le cumul de l'endettement. Ça va être excessivement complexe de prendre tout ça en considération et de commencer à rembourser. Encore une fois, il y a un raisonnement isolé par rapport au PGE. Donc, prenez rendez-vous avec vos banquiers à l'aide de tous les supports dont j'ai parlé tout à l'heure. On va faire un petit point maintenant sur la trésorerie pour chacun d'entre nous et on va vous poser 2 questions qui concernent votre trésorerie plus particulièrement. Indépendamment des PGE, disposez-vous aujourd'hui d'une trésorerie positive? Et en incluant les PGE, de quelle trésorerie disposez-vous aujourd'hui? 3 mois de votre chiffre d'affaires, de 3 à 6 mois, de 6 à 12 mois ou plus d'1 an. Les réponses à ces 2 questions. Le temps de mouliner tout ça. Alors, 40%, moins de 3 mois de chiffre d'affaires en termes de trésorerie, 8% de 3 à 6 mois, 6% de 6 à 12 mois et 1% à plus d'1 an. Et si on raisonne en incluant les PGE, c'est 12% pas de trésorerie, 34% 3 mois, 36% 6 mois, 13% de 6 à 12 mois et 5% de plus d'1 an. Pour ceux qui ont plus d'1 an de trésorerie, je vous félicite et bravo à vous. On voit que pour 12% d'entre vous, il n'y a plus aucune trésorerie, même si on intègre le PGE. Et donc ça va devenir compliqué. Et que globalement, si on inclut cette trésorerie avec le PGE, on va pour 60%, même un peu plus que ça, 70% d'entre nous, avoir une trésorerie de 3 à 6 mois devant nous, ce qui est finalement très peu au regard de notre activité et surtout de la macroéconomie telle qu'elle se dessine devant nous. Je ne suis pas là pour parler du sanitaire, des vaccins, etc.
Je pense que vous êtes mieux sachant que moi sur le sujet et que vous avez tous votre point de vue par rapport à ça, mais que nous autres secteurs et acteurs du tourisme, nous savons que probablement, nous n'aurons pas beaucoup d'activités avant le mois de septembre. Or, si je compte bien, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est 7 à 8 mois. Donc, on voit à quel point on va être très tendu, très tendu, si l'activité ne repart pas avant le mois de septembre. Et si, évidemment, de nouveau, je reviens à ce qui avait été, ce dont nous avons parlé juste avant, nous n'obtenons pas le report des échéances de crédit, alors ça risque d'être excessivement complexe pour nous tous, d'où l'importance de continuer à prendre la parole. Et là, je m'adresse à nos organisations syndicales qui sont présentes au sein de ce webinaire pour de nouveau porter la parole et de continuer tous les efforts que vous menez pour expliquer à quel point ça devient excessivement complexe et compliqué pour nous autres acteurs économiques de se projeter dans les 6 mois sans aucune trésorerie. Et encore une fois, tout ce qui a été fait a permis effectivement, au travers des différentes mesures qui ont été mises en place, dont on va parler maintenant, de pouvoir bénéficier de non-licenciement et de non-fermeture et de non-dépôt de bilan. Mais à partir du mois de septembre, les choses risquent d'être un peu compliquées. Si nous faisons un point sur les aides et les réponses que l'État ont apportées à l'économie en général et à notre secteur en particulier, en termes de plans de soutien, on a aujourd'hui plusieurs appels à vous faire. Le fonds de solidarité qui a été créé. Je rappelle simplement que l'idée de la création du fonds de solidarité est une idée émanant du GNI, que les choses soient claires, et rendons à César ce qui appartient à César. Donc, c'est Didier, Franck et les membres du conseil d'administration du GNI qui ont proposé au gouvernement la création d'un fonds de solidarité et repris tel quel en matière de sémantique à tout cela. Et donc, qui ont fait évoluer avec les différentes réunions ministérielles. Et là, ce sont toutes les organisations syndicales qui ont contribué à cette évolution. Et mesdames et messieurs, nous vous en sommes infiniment reconnaissants, puisque effectivement, nous sommes passés de 10 000 euros à globalement une indemnisation. Et je parle bien d'indemnisation. Il ne faut pas parler d'aide ou de support ou de soutien. C'est une indemnisation qui ne peut être qu'une indemnisation partielle. Et là, on commence à dévoiler un peu ce qu'il y a derrière tout ça. L'indemnisation, elle n'est pas totale, elle n'est que partielle. C'est une avance sur une indemnisation à venir qui doit être plus importante et plus significative. Et on va pouvoir l'obtenir. Vous verrez comment et pourquoi après. Donc, 20% de notre chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019. Alors, vous savez que pour certains d'entre nous, vous aviez la possibilité de prendre soit le chiffre d'affaires du mois de décembre 2019 et d'appliquer 20% si vous perdiez plus de 50 ou 70% de notre chiffre d'affaires, ou la moyenne du chiffre d'affaires de 2019. 80% de notre secteur ont choisi la moyenne du chiffre d'affaires de 2019, sauf évidemment certains acteurs comme à la montagne ou comme d'autres où le mois de décembre avait un prisme beaucoup plus important dans le dit secteur d'activité ou dans la dite entreprise. Et franchement, mesdames et messieurs, on aime tous se plaindre. Mais là, je crois qu'à l'heure où je vous parle, le 29 janvier, à 11h44, si vous avez fait toutes les demandes auprès du site gouvernemental et rempli les questionnaires, vous avez été payé en partie, pas pour toutes les demandes qui ont été faites, globalement des différentes demandes qui ont été faites. Et ça, en matière de trésorerie, c'est quand même bon à prendre et c'est très important pour alléger un peu le poids du reste à charge. Les produits de vente à emporter de VAD n'ont pas été comptabilisés. Là aussi, c'est grâce à nos organisations syndicales qui ont bien expliqué à notre gouvernement la différence entre le chiffre d'affaires et le reste, évidemment, parce que le reste, c'était uniquement pour bricoler et alimenter. Et évidemment, tout dépend si vous êtes dépendant du secteur S1, dont on a parlé tout à l'heure, ou du secteur S1 bis, et si vous avez perdu plus de 70% du chiffre d'affaires ou pas plus de 70% du chiffre d'affaires. Et les aides sont un peu différentes, mais elles sont très importantes. Attention, cette aide, comme c'est indiqué ici, elle est plafonnée pour le moment à 800 000 euros maximum sur une période. Alors, on ne sait pas trop si c'est 3 ans ou 4 ans, mais pour certains, c'est 4 ans et pour d'autres, c'est 3 ans. Donc, vous permettrez de dire 3 ou 4 ans, parce que même le gouvernement utilise parfois les 3 années et d'autres les 4 ans. On est en train de vérifier avec Bruxelles, parce que c'est Bruxelles qui répond à cette question. Vous verrez pourquoi après. Mais globalement,
c'est quand même très significatif, mais ça ne sera évidemment pas suffisant parce que ce soit sur 3 ans ou sur 4 ans, de toutes les façons, on devrait pour un certain nombre d'entre nous atteindre assez rapidement les 800 000 euros en question. Sur le deuxième cas, c'est la prise en charge des coûts fixes. Là aussi, il y a une possibilité pour celles et ceux qui réalisent plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, une prise en charge mensuelle de 70% des coûts fixes qui est plafonnée jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez, tout ça a un peu augmenté, on en parlera tout à l'heure, à 3 millions d'euros sur les 6 premiers mois de 2021. Je ne perds pas trop de temps à ça parce que je crois que nous ne sommes pas très nombreux sur ce webinaire à réaliser plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le sujet. Ensuite, nous avons sur la slide suivante une aide concernant les cotisations sociales. Le gouvernement a maintenu au mois de janvier toutes les exonérations et les aides au paiement d'un certain nombre de cotisations qui avaient été mis en place en décembre, et toutes les entreprises de nos secteurs, encore une fois S1 et S1 bis, ou qui subissent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires continueront d'en bénéficier. Et vous avez entendu Elisabeth Borne avant-hier, ou en tout cas cette semaine, nous indiquer qu'en ce qui concerne les mesures d'accompagnement du chômage partiel, elles étaient évidemment reportées au moins jusqu'au 1er mars, et le quoi qu'il en coûte a été transformé tant qu'il le faudra. Donc, je pense que nous pouvons en réalité ne pas être inquiets sur les mesures d'accompagnement, tant en ce qui concerne les cotisations sociales que le chômage partiel. Ça ne veut pas dire que les organisations syndicales ne sont pas en train de travailler sur un certain nombre d'autres mesures, parce que pour un certain nombre d'entre nous, les taxes de séjour, pour celles et ceux qui sont au forfait, doivent être payées et ne peuvent pas l'être, ou appelées et ne doivent pas l'être, que les redevances à la SACEM ont été appelées, et il n'est pas normal de payer de redevances SACEM quand nous avons été fermés quasiment toute l'année 2020, que les cotisations foncières ne doivent pas être acquittées de la même manière. Bref, il existe un certain nombre de taxes dont nous n'avons pas à payer. Et je rejoins et je plagie le président du GNI qui dit un truc hyper simple: pas de chiffre d'affaires, pas de taxes, de quelque nature que ce soit. Ça, c'est très simple à comprendre. Et je sais qu'ils œuvrent beaucoup sur ces sujets-là. Donc, c'est notre secteur qui a eu le plus recours et de façon intense aux différentes aides. 25% des salariés ont été mis en activité partielle contre 4% globalement en France. 7%, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas 7% des PGE, c'est 9%, voire 10% globalement. Ça, c'est un chiffre qui est un peu antérieur. 21%, ouais, que l'hôtellerie, que le HCA, Quentin a raison de le préciser, a rapproché des 9 et des 10% des acteurs du tourisme tout à l'heure. 21% des montants du fonds de solidarité et 8% du montant des cotisations sociales qui restent à recouvrer. Donc, c'est évidemment très, très important de continuer à travailler avec et aux côtés des organisations syndicales et de s'engager à leur côté en adhérant à l'une d'entre elles. Elles seront donc demain plus qu'une, pour encore une fois leur donner cette force de persuasion et cette force de frappe, parce qu'on voit que quand elles parlent toutes ensemble, elles ont réussi à nous obtenir de nombreuses indemnisations, encore une fois, ou de mesures d'accompagnement de chômage partiel. Alors, puisqu'on parle d'indemnisation, et on arrive quasiment au terme de ce webinaire, il est très, très important de comprendre un petit peu sur la présence des uns et des autres, quels sont ceux qui, parmi nous, font partie de la catégorie qui réalise plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est le dernier sondage. Quand on parle de groupe intégré, vous allez lire la question, le groupe intégré, c'est un groupe d'intégration fiscale. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes un groupe de gestion et que vous avez un groupe de commercialisation de vos hôtels ou de plusieurs établissements, que pour autant, vous êtes un groupe intégré fiscalement. C'est très important cette question, s'il vous plaît, parce que de votre réponse dépendent les fameuses réponses qui ont été faites préalablement sur les 200 000 euros et le plafond et les charges fixes de 70% de vos charges fixes jusqu'à 3 millions qui vont être portées à 10 millions d'euros. On va avoir l'occasion d'en parler après le sondage. Alors, qu'est-ce que donne le sondage? Je pense qu'il ne doit pas y avoir vraiment beaucoup de groupes intégrés fiscalement
présents au sein du webinaire. Voilà, donc 85% des présents ne réalisent pas plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour les 15% restants, je suis heureux de vous annoncer que le plafond de 3 millions a été porté à 10 millions. Alors, comment ça se passe au niveau européen? Au niveau des aides d'État, la Commission européenne, elle a validé, et quand je dis validé, c'est qu'elle a autorisé chaque État-nation à augmenter le plafond des aides d'État. Alors, pour le Fonds de solidarité, le plafond a été porté de 800 000, je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, 3 ou 4 ans, pendant 3 ou 4 ans, jusqu'à 1,6 million. Je vous rappelle que ce plafond, c'est sur 3 ans ou 4 ans. Hein. Donc, il a été porté à 1,6 million. Ça nous laisse quand même un peu plus d'oxygène et un peu plus de latitude. Et pour les coûts fixes, donc pour les 15% des présents sur ce webinaire, il a été porté à 10 millions d'euros en lieu et place de 3 millions d'euros. Là encore, je rends à César ce qui appartient à César. C'est grâce au travail de nos organisations syndicales que ces plafonds ont pu ces montants ont pu être déplafonnés globalement. Et là, je parle des organisations syndicales européennes, hein, globalement, qui ont beaucoup milité pour que les secteurs les plus touchés et fermés administrativement un peu partout en Europe puissent bénéficier de ces augmentations de plafond. Alors, il y a une chose maintenant très, très importante que vous devez savoir, et ça va être un peu technique. Quand on dit que la Commission européenne a validé la possibilité d'augmenter ces plafonds, elle a en réalité mis à la disposition des États-nations un certain nombre d'instruments financiers qui permettent de transformer les PGE, les aides, les soutiens en subventions, évidemment dans la mesure des différents plafonds que je viens d'annoncer. Alors, je vais être un peu technique et je suis désolé pour ça, mais c'est très, très important que vous compreniez bien. Et encore une fois, si vous êtes ici, c'est pour apprendre des choses. Donc, je vais essayer très modestement et à ma place de vous indiquer un petit peu comment les choses fonctionnent au niveau du cadrage par l'Europe et pour la France. Il existe 2 articles qui définissent très clairement le cadre des aides d'État. Le premier, c'est l'article, vous pouvez, je vais prendre le temps de le dire, allez faire toutes les recherches nécessaires ensuite si vous le voulez, l'article 107-2B du TFUE, 107-2B TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En synthèse, il établit le régime de compensation directe des dommages jusqu'à 100% des pertes. Je répète, jusqu'à 100% des pertes. Cette base juridique, elle peut être utilisée pour octroyer un régime d'aide pour tout un secteur, S1 et S1 bis aussi par exemple, hein, ou une aide individuelle en faveur d'une entreprise exclusivement. Air France, vous me voyez venir, certains autres groupes hôteliers dont je ne citerai pas le nom ou de notre secteur d'activité ont pu en bénéficier, ou Airbus par exemple. Et la Commission a déjà autorisé sur ce fondement plus d'une trentaine de régimes d'aide liés à la Covid-2019 mis en place par différents États membres et qui concernent différents secteurs et bien sûr y inclut le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et écoutez-moi bien, cette base, et Didier qui est en visuel maintenant parce qu'il va intervenir juste à la fin, cette base juridique, elle permet d'octroyer un montant d'aide qui peut couvrir 100% des coûts liés aux dommages. Il y a pour ça une condition, enfin 2 conditions. 1, de démontrer la causalité, le lien de causalité. Vous savez, en contentieux, on appelle ça entre la faute et le préjudice. Là, donc, entre la causalité de l'épidémie de la Covid-2019 et les dommages économiques subis, je pense qu'il n'y a pas de démonstration à faire. Si nous en sommes là, c'est principalement et exclusivement dû à la pandémie et à la Covid-2019. Et 2, à ne pas conduire à une surcompensation avec des aides qui ne seraient pas cumulables entre elles. Et c'est là où l'exercice est difficile et c'est là où les organisations syndicales font un travail de pédagogie important vis-à-vis de l'État français qui lui-même fait ce travail avec l'Europe pour prendre en compte toute l'assiette des mesures d'accompagnement, pour le coup, de chômage partiel, d'annulation des cotisations sociales, etc., pour que tout soit pris en compte dans un contexte qui ne dépasse pas les 10 millions d'euros pour les grands groupes ou les 1,6 million pour l'instant. Et puis, il y a un deuxième article qui est l'article 107.3b, hein, avant c'était 107.2b, là c'est 107.3b,
qui établit un régime d'aide de montant limité qui permet de remédier à une perturbation grave de l'économie. Et c'est sur ce fondement qu'a été créé le Fonds de solidarité français, par exemple. Il permet de mettre en place des régimes qui octroient donc maintenant jusqu'à 1,6 million. Hein. Et écoutez bien, d'aide par entreprise ou, je répète, ou sous forme de subventions directes, ou d'avances remboursables, ou de garantie de prêt, les fameux PGE en question. Et un régime de soutien au coût fixe non couvert qui ne doit pas donc dépasser les 10 millions d'euros par entreprise et de ne pas dépasser les 70% qui ont été portés à 100%. Et on retrouve ici ces deux principales mesures de soutien pour la France, pour les entreprises en difficulté. En synthèse et pour faire simple, sans rentrer dans trop de techniques, clairement la différence entre les deux articles, c'est que certains États-nations en Europe, le Danemark par exemple, ont choisi le 107.2b, celui dont j'ai parlé avant, 100% d'indemnisation totale. Ce que dit Didier tout le temps, zéro chiffre d'affaires, zéro charge. Ça revient exactement à ça. Et d'autres États-nations, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne ou l'Allemagne, qui ont choisi le 107.3b, c'est-à-dire le fameux plafond d'1,6 million, de 3 millions, etc. Dit en d'autres termes, il y a la possibilité de transformer dans les semaines qui viennent les aides, les soutiens, les indemnisations du 107.3b vers le 107.2b. Et je sais que Didier travaille énormément sur ce terrain et que les organisations syndicales fédérées entre elles vont beaucoup œuvrer pour que l'on passe de l'un à l'autre. De telle sorte, et je vous ai promis que je vous le dirai à la fin, et c'est la fin, de telle sorte, avant que je fasse un petit mot de conclusion et de laisser la parole à Didier et à Serge, ensuite pour Serge, il ne peut pas, donc à Didier qui conclura, sur le fait que nos PGE peuvent, je n'ai pas dit qu'ils vont, écoutez bien la différence, hein, peuvent être entièrement transformés en indemnisation au titre des subventions si on rentre dans ce 107.2b. Et ce n'est pas faire offense que de dire qu'une dette qui doit être souscrite doit être remboursée. Mais si l'on part du principe que le PGE a été mis en place dans l'attente d'un support d'indemnisation d'un secteur comme le prévoit le droit européen, et donc la France peut le mettre en application, alors nous aurions la possibilité de transformer nos prêts en indemnisation. Raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, petit 1, de souscrire des PGE, parce que si vous ne les souscrivez pas, vous n'y aurez pas le droit. Donc, à la limite, vous le rembourserez, mais vous n'y aurez pas le droit, ça vous aura coûté des intérêts financiers. Et de continuer à vous engager auprès de nos organisations syndicales pour leur donner cette force importante pour que la France adopte le 107.2b en lieu et place du 107.3b. Voilà. Alors, pour conclure, avant de te laisser la parole, Didier, je voudrais simplement finir sur du positif. D'abord, on a un compte à rebours les uns les autres. Et j'aimerais qu'on raisonne tous comme ça en se disant qu'il y a devant nous 214 jours à tenir sur la fameuse période de résistance qui est la nôtre, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre. Pourquoi le 1er septembre? Parce que selon les modélisations financières, sanitaires qui sont établies par les uns et par les autres, ce n'est pas moi qui parle, hein, vous savez, c'est les grands scientifiques qu'on entend tous les soirs à la télé, qui nous disent, dans le monde entier au demeurant, hein, pas que sur BFM, hein, qui nous disent qu'à partir du 1er septembre, globalement, on aura atteint non pas l'immunité collective mondiale, mais globalement la majorité de la population la plus fragile à la vaccination et donc globalement redonner confiance aux gens de pouvoir revoyager un peu différemment et avec la revanche du voyage, hein, le revenge travel qui va être une définition qui va être de plus en plus mise en application avec cette volonté de bouffer la vie à pleines dents et de profiter de cette vie-là. Donc, on est sur une période où, s'il vous plaît, il faut tenir. C'est super difficile pour tout le monde, mais voyons le positif. C'est le mois de septembre. Hein. Voilà. Donc, en synthèse, anticipez la sortie de vos bilans, bougez vos experts comptables, vos commissaires aux comptes, bougez-vous, sortez-vous de là et allez voir votre banque de France pour aller tout de suite voir votre banquier. Et s'il vous plaît, laissez le PGE de côté. Obtenez un différé et vous laissez le reste de côté. Et à partir du mois de septembre, je suis sûr qu'on va remonter la pente et tous ensemble et qu'on va vivre des années à venir extraordinaires. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir été aussi nombreuses et aussi nombreux à être avec nous. De nouveau, je vous réitère mes remerciements au nom
des membres du comité exécutif de la TOP. Et je vais laisser la parole au génie parce qu'on monte tout ça tous ensemble. Et Didier, en notre nom tous, moi qui ai vécu avec toi depuis le mois de mars, tous les travaux que tu as pu mener, pas que toi, hein, avec d'autres, évidemment, je peux mesurer à quel point tu te défonces au quotidien pour nous tous. Et merci pour ça. Et continuons à le faire ensemble. Didier, à toi de conclure. Merci Jean-Baptiste, c'est beaucoup d'honneur hein, quand même que tu nous fais, mais c'est vrai que… Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste Lemoine, c'est celui avec qui tu travailles tous les jours, mais c'est pas grave, voilà. T'inquiète pas. C'est JB, ça va très bien. Jean-Bernard, pardon. Merci, c'est vrai que c'est beaucoup d'honneur, mais ce sont des remerciements que je transmettrai à toute notre équipe, car j'ai la chance d'avoir autour de moi aussi quelques élus et des collaborateurs extrêmement performants et surtout, alors je vais vous le dire à tous en riant, si j'avais l'inspecteur du travail sur le dos, je pense que j'aurais des soucis parce que vu les heures auxquelles j'envoie des SMS ou des mails, et les heures auxquelles ils me répondent, je pense que l'extension serait quand même un petit peu fort. Oui, je ne reviendrai pas sur tout ce que tu as dit, Jean-Bernard, pardon. C'était extrêmement clair. Oui, on a encore du boulot justement pour effectivement faire évoluer donc en indemnisation ce que l'on a obtenu. C'est vrai qu'on a à la TOP quelqu'un qui nous est précieux et qu'on apprécie tous, Philippe, qui voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite. Vous savez, dans les négociations, je peux vous le dire pour les pratiquer depuis quelques années, dans les négociations particulièrement gouvernementales, c'est un peu la politique du pas à pas, même si quelquefois ça peut paraître long. On finit par y arriver et je crois qu'on y arrive d'autant plus que grâce à vous aussi, vous voyez, un webinaire comme ça, avec des sondages, avec des chiffres, avec donc des chiffres à l'appui, c'est avec cela qu'on arrive à convaincre nos interlocuteurs gouvernementaux. Et ça a été toujours notre démarche. Aller vers eux avec des informations claires, précises et qui nous permettent donc de négocier. Les négociations sont toujours en cours. Attention, et là je reviens sur ce qu'a dit bien sûr Jean-Bernard, prenez vos PGE, prenez-les, repoussez-les d'un an. Vous savez, le train ne repassera pas 2 fois en la matière. Donc, prenez-les. Deuxième des choses, vous avez donc, lorsque vous irez voir vos banquiers sur la restructuration de vos dettes, je ne sais pas si tout à l'heure Maya a employé le terme, attention que votre banquier vous prévienne, vous assure que de vous restructurer de la façon dont il va le faire, ce n'est pas le baiser de la mort. Qu'est-ce que j'entends par baiser de la mort? C'est-à-dire qu'il vous met dans une situation comme étant une entreprise en difficulté. Et là, c'est le début de la fin. Car non seulement, je ne sais plus aussi, Jean-Bernard, si tu peux ajouter, non seulement, évidemment, les banques ne vous prêteront plus, mais ça vous fait sauter aussi la possibilité d'obtenir un certain nombre d'indemnisations. Donc, c'est vraiment le coup double et du perdant-perdant. Donc, il faut faire très, très attention. Maintenant, je ne vous cache pas que nous sommes en train de voir, avec Bruno Le Maire, quels seraient les véhicules financiers, bien sûr, pour pouvoir restructurer nos dettes, car il est évident qu'on ne peut pas rembourser aujourd'hui des dettes sur des business plans qui n'ont plus rien à voir. Donc, revoir tout cela. Donc, quels sont les véhicules financiers dont on va pouvoir bénéficier pour restructurer ces dettes sans courir le risque, encore une fois, d'être mis en difficulté. Moi, je remercie 1000 fois Jean-Bernard, je remercie ses équipes, je remercie Quentin d'abord pour l'organisation de ce séminaire, de ce webinaire, et puis de l'appui que vous nous apportez. L'appui en termes d'abord de nombre de personnes et d'entreprises que vous représentez, mais également en termes de qualité d'information que vous nous délivrez. C'est avec, encore une fois, et je me répète, mais c'est avec la qualité d'information que nous apportons que nous obtenons des résultats. Et dans ce regroupement que nous sommes en train d'opérer, et j'espère que ça se fera relativement rapidement, je dis à Jean-Bernard, des associations comme la… On t'a perdu, Didier, on t'a perdu. Des associations et ça a coupé.
eh bien, qui vont nous rejoindre, parce que comme on ne sera plus qu'une organisation, ça ne posera plus de problème, je dirais, de savoir, ah ben oui, mais moi, je ne peux pas venir parce que, tu comprends, sinon, l'UMI va me faire la tête, le GNC va me faire la tête. Non, mais là, vous n'avez plus de soucis. On sera tous ensemble et par conséquent, on pourra, avec les collectifs, effectivement, avoir des think tanks qui vont nous aider à travailler et à peaufiner encore un peu plus. Merci à lui de votre investissement et de la qualité, encore une fois, de votre travail. Merci beaucoup, Président. Merci, Didier. Il est temps de se quitter. On avait dit 12h30. Désolé pour les 6 minutes de retard. J'ai été un peu long. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses au cours de ce webinaire et en tout cas, essayer de répondre le plus clairement possible à cette problématique de financement et de trésorerie qui, comme chacun le sait, sont les nerfs de la guerre et de la guerre qui est la nôtre. Ce n'est pas forcément la même pour tout le monde, mais en tout cas, c'est la nôtre. Et nous, celle que l'on mène au quotidien, au-delà de ces aspects financiers, c'est une guerre avec nos collaborateurs. Alors, pas une guerre frontale, mais psychologique et sociologique dans le bon sens du terme, parce que je suis sûr que chacune et chacun d'entre vous, comme nous, vous avez en permanence ce souci, ce sujet de bienveillance à leur égard et de faire en sorte de ne pas les laisser décrocher, de ne pas les laisser derrière, de maintenir un contact et un lien avec eux et que l'on soit un chef d'entreprise, un mandataire social ou simplement un collaborateur d'une entreprise donnée dans le secteur du tourisme, on morfe tous. Et je crois qu'il est important, dans ces moments précisément, que chaque capitaine, chacun d'entre nous fasse tout ce qu'il peut pour être le mieux bienveillant à l'égard de l'ensemble de nos collaborateurs et de toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nous autres. Parce que c'est finalement quand les choses vont mal qu'on s'aperçoit à quel point on aime toutes celles et tous ceux qui sont avec nous au quotidien. Et j'en profite pour le dire à l'intégralité de mes collaborateurs qui suivent ce webinaire, s'il y en a, qu'on vous aime et on ne vous le dit pas suffisamment. Donc, j'en profite pour vous le dire. Et je suis convaincu qu'en vous le disant, de nombreux chefs et chefs d'entreprise se joignent à moi pour dire à leurs propres collaborateurs qu'ils vous aiment. Voilà. Et ce n'est pas un vain mot que de le dire. Il faut être capable de le dire avec émotion et du fond du cœur. Et je pense que vous sentez dans le son de ma voix à quel point c'est sincère. Donc, ils sont comme moi. On vous aime. Ne décrochez pas. Et on sera là pour vous reprendre, pour vous donner du travail. Aujourd'hui, vous êtes un peu à l'abri, malheureusement, économiquement, mais vous l'êtes un peu, contrairement à d'autres professions, à d'autres collaborateurs dans d'autres secteurs d'activité. Mais notre priorité, que ce soit aux organisations syndicales ou à nous, c'est de faire en sorte que l'activité économique redémarre. Et vous pouvez compter sur nous pour mettre tout en œuvre pour que nos secteurs d'activité, nos entreprises redémarrent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et nous aurons l'occasion, merci Didier de ta proposition que j'accepte évidemment avec grand plaisir, et nous aurons l'occasion de revenir animer au fil des prochaines semaines des webinaires comme ça tous ensemble, justement, pour vous donner des informations extrêmement précises sur toutes les mesures que nous tentons de faire mettre en place par notre gouvernement. Et notre priorité, c'est d'obtenir une indemnisation à sa juste hauteur et sa juste valeur de tout ce que nous vivons depuis un an. Alors, à l'aube d'un troisième reconfinement et d'une période très difficile à venir, nous allons vivre encore des moments très difficiles, mais je voudrais que, comme moi, vous mettiez dans votre esprit, s'il vous plaît, ce compte à rebours de 214 jours à venir. Ce n'est pas 214 jours de confinement. On va revivre à partir de la sortie de ce confinement et on va se remettre en route. On va faire repartir nos entreprises et on va faire repartir notre pays parce que nous sommes la France et parce que nous sommes les acteurs du tourisme et que nous sommes les premiers de cordée. On parle tous de premiers de cordée. Nous sommes les premiers de cordée pour faire repartir le pays et il faudra rouvrir dès que possible. Très bonne journée à toutes et à tous et merci encore de votre présence. À très bientôt. Merci.